et bienvenue dans ce nouvel épisode pour parler d'un livre intitulé Sparte, histoire politique et sociale jusqu'à la conquête de Rome, écrit par l'historien Edmond Lévy. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi Sparte mérite qu'on s'y arrête ? Imaginez une ville grecque qui n'a presque pas laissé de ruines impressionnantes, une ville qui n'a pas écrit sa propre histoire, une ville qui très tôt a été transformée en mythe, c'est-à-dire en légende, en histoire idéalisée. Pour certains Grecs, Sparte était un modèle de vertu, de courage, de simplicité. Pour d'autres, c'était une machine à broyer les individus, une dictature militaire froide et brutale. Alors qui croire ? L'historien Edmond Lévy pose d'emblée le problème. Nos sources, c'est-à-dire nos documents anciens. Eh bien, ces sources sont tardives, partiales, parfois même franchement inventées. Pourtant, il refuse le scepticisme absolu. Autrement dit, l'idée qu'on ne peut rien savoir du tout. Il dit on ne peut écrire aucune histoire si on n'accorde pas aux sources une présomption de vérité. Autrement dit, on part du principe qu'un texte ancien dit vrai, jusqu'à preuve du contraire. Et surtout, il donne une règle simple. On préfère les textes anciens aux textes récents. On préfère les historiens aux philosophes ou aux politiciens, parce que ces derniers ont souvent une leçon à faire passer ou un adversaire à attaquer. Son but, chercher une vérité, même partielle, même provisoire. Parce que l'histoire, ce n'est jamais une science exacte, mais on peut essayer de s'approcher au plus près de ce qui s'est vraiment passé. Alors, prêt à remonter le temps, c'est parti. D'abord, il faut comprendre une chose. Sparte n'était pas une petite cité, c'est-à-dire une petite ville-État comme Athènes ou Corinthe. Non, Sparte, c'était un véritable État territorial immense pour l'époque. Près de 8500 km². Pour comparer, c'est 3 fois la taille du territoire athénien. Cet État était coupé en deux par une haute chaîne de montagnes, le Tégète. À l'est, la Laconie, avec la vallée fertile de l'Eurotas, qui est un fleuve, et à l'ouest, la Messénie, encore plus riche, qu'on appelle parfois la Bienheureuse. Pour les anciens, cette terre n'avait pas toujours appartenu aux Spartiates. Avant eux vivaient les Achéens, le peuple d'Hélène et de Ménélas, ceux de la guerre de Troie. Puis étaient arrivés les Doriens, un peuple venu du nord, et les rois de Sparte prétendaient descendre d'Héraclès en personne, le célèbre héros grec. C'était beau, c'était glorieux, mais surtout c'était une histoire fabriquée pour justifier leur domination. Pour devenir puissants, les Spartiates ont d'abord conquis les villages autour d'eux. Puis ils sont tombés sur un os. Cette expression veut dire qu'ils ont rencontré un obstacle très difficile à surmonter. Et cet os, c'était la Messénie. La première guerre de Messénie éclate vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle dure 19 ans. 19 ans, c'est énorme pour l'époque. Tirtée, le poète dont on va reparler, nous dit que c'était une guerre d'usure, c'est-à-dire une guerre lente, faite de petites attaques et de sièges. Un siège, c'est quand on entoure une ville pour l'affamer. Eh bien, cette guerre n'a pas eu de grande bataille décisive. À la fin, Sparte l'emporte. Les Messéniens doivent prêter serment de ne pas se révolter. Et surtout, ils doivent donner la moitié de leur récolte à leur nouveau maître. La moitié, vous imaginez. Mais les Messéniens n'ont pas digéré l'humiliation. Ils ne l'ont pas accepté. Une deuxième guerre éclate vers le milieu du 7e siècle. Toujours avant Jésus-Christ, bien sûr. Cette fois, c'est différent. Les adversaires utilisent une nouvelle façon de combattre, la phalange. La phalange, c'est une façon serrée de soldats avec de grandes lances et des boucliers. Ils avancent ensemble comme un mur. C'est un choc frontal, violent, terrifiant. Au début, les Spartiates perdent contre les Messéniens, ils perdent contre leurs rivaux d'Argos. C'est là qu'intervient Tirtée. On ne sait pas grand-chose de lui, mais ses poèmes vont devenir la Bible du soldat spartiate, c'est-à-dire son livre sacré, son guide. Il ne leur dit pas « soyez des héros tout seuls comme Achille ». Non, il leur dit « tenez votre place dans le rang, ne fuyez pas, résistez. Même si vous mourrez, mourrez pour votre cité, pour votre terre, pour vos enfants. » Et cette mort-là, dit Tirtée,
Elle donne une gloire éternelle. On pleure sur votre tombe. Vos enfants sont fiers. Votre nom ne meurt jamais. C'est une révolution. L'idéal du champion solitaire change pour devenir l'idéal du soldat citoyen qui tient bon avec ses camarades. À la fin, Sparte gagne la guerre. La Messénie est complètement absorbée. Les Spartiates peuvent enfin respirer. C'est à cette époque qu'apparaît un texte étrange qu'on appelle la Grande Rétra. Une rétra, c'est une loi, mais c'est aussi un oracle, c'est-à-dire une parole du dieu Apollon, rendue à Delphes par la Pythie, la prêtresse. Donc en théorie, c'est le dieu lui-même qui dicte la constitution de Sparte. Que dit cette rétra ? Elle dit qu'il faut diviser le peuple en tribus, c'est-à-dire des grands groupes de familles, qu'il faut créer un conseil de 30 anciens, la gérousie ou guérousie en grec, avec 2 rois, que l'assemblée, c'est-à-dire la réunion de tous les citoyens, doit se réunir à l'air libre entre 2 rivières, et surtout que le peuple a le dernier mot. Il peut dire oui ou non aux propositions des rois et des anciens, mais il ne peut pas proposer lui-même de loi. Et si le peuple se trompe, s'il modifie trop une proposition, s'il fait n'importe quoi, eh bien, les anciens ont le droit d'annuler la décision. C'est ce qu'on appelle un droit de veto, c'est-à-dire un droit d'opposition. Vous voyez le système, c'est un équilibre. Pas de toute puissance pour personne, pas de roi absolu, pas de peuple tout-puissant. Un mélange, et c'est ce mélange que beaucoup d'observateurs grecs vont admirer. Dans la société spartiate, tout le monde n'est pas citoyen, loin de là. Les citoyens de plein droit s'appellent les Spartiates. On les appelle aussi les homoimoi, ce qui veut dire les semblables. Pourquoi semblables ? Eh bien parce qu'en théorie, ils sont tous égaux. Même éducation, même repas, même tenue. Pas de luxe, pas de différence visible. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Mais en réalité, cette égalité cache d'énormes inégalités. On va voir pourquoi. Pour être un Spartiate, il faut réussir 3 épreuves. C'est un peu un parcours du combattant, c'est-à-dire un chemin très difficile. La première épreuve est l'agogé ou agogé en français. À 7 ans, on arrache le garçon à sa famille. Il rejoint un groupe, une agela, un troupeau. Il vit avec ses camarades, souvent dehors, il marche pieds nus, il porte un seul manteau, été comme hiver. Il mange à peine et pour compléter ses repas, il doit voler. Et s'il se fait prendre, il est fouetté. Pourquoi cette violence ? Eh bien pour l'endurcir, pour le rendre plus fort mentalement et physiquement, pour qu'il apprenne à obéir, à supporter la douleur, à se débrouiller seul. À 12 ou 14 ans, c'est encore plus dur. On dort dehors sur des lits de roseaux qu'on casse avec les mains sans couteau. On est surveillé par des adultes, mais aussi par n'importe quel citoyen. Tout le monde a le droit de nous gronder, de nous frapper. C'est ce qu'on appelle la pression sociale, la surveillance de tous par tous. Et puis, il y a l'épreuve reine, c'est-à-dire la plus importante, la plus difficile, ce qu'on appelle la cryptie. Les jeunes les plus prometteurs doivent vivre cachés pendant 1 an. Pas d'abri, pas d'armes. Ils survivent en volant et en se cachant. Et leur mission secrète, c'est aussi de traquer et de tuer les ilotes, ces esclaves dont on va parler. La nuit, ils se glissent dans la campagne. S'ils attrapent un ilote trop fort, trop beau, trop intelligent, ils l'éliminent. C'est un mélange d'entraînement militaire, de cérémonie pour devenir adulte et de terrorisme d'État. Oui, vous avez bien entendu, l'État utilise ses propres jeunes pour éliminer ce qu'il considère comme dangereux. Un autre élément clé de l'éducation, c'est la relation entre un homme et un jeune garçon. On appelle ça la pédérastie éducative. Le mot est compliqué, mais l'idée est simple. L'adulte prend le jeune sous sa protection. Ils vivent ensemble, mangent ensemble, s'entraînent ensemble. L'adulte lui apprend à être courageux, discipliné, fidèle. Bien sûr, la question du sexe se pose. Les sources, c'est-à-dire les textes anciens, sont contradictoires. Xénophon, un admirateur de Sparte, dit que c'est très pur sur le plan sexuel, presque comme entre un père et un fils. Platon, au contraire, critique les amours contre nature qu'on y pratique. La vérité est probablement entre les deux.
L'idéal était l'absence de rapports sexuels, mais la réalité devait être plus nuancée, plus compliquée. L'important, c'est que ce lien créait une solidarité très forte, presque plus forte que la famille. Enfin, pour être un véritable spartiate, il faut participer au sistiti, les repas collectifs. Tous les soirs, les hommes se réunissent par groupe. Ils apportent leur part, de l'orge, qui est une céréale, du vin, du fromage, des figues, un peu d'argent. Le repas de base, c'est le fameux brouet noir, qui est du porc cuit avec du sang, du sel et du vinaigre. Un étranger qui a goûté ce plat un jour a dit « Maintenant je comprends pourquoi les Spartiates n'ont pas peur de mourir. C'est une blague, mais elle montre à quel point ce plat était réputé dégoûtant. » Ces repas sont obligatoires. Si on ne peut pas payer, on perd sa citoyenneté. Donc, encore une fois, l'égalité est un leurre, c'est-à-dire une illusion. Les riches peuvent ajouter du pain blanc, du gibier, c'est-à-dire de la viande de chasse, et du bon vin. Ils se font remarquer, ils reçoivent les meilleures places, et ils peuvent même inviter des étrangers pour montrer leur générosité. Parlons maintenant des femmes, parce qu'à Sparte, elles sont très différentes de leurs voisines. Contrairement aux Athéniennes qui vivent enfermées, les Spartiates font du sport. Elles courent, luttent, lancent le disque. Elles sortent, participent aux cérémonies religieuses, chantent dans des groupes de chanteurs qu'on appelait des chœurs. Elles apprennent à lire et à écrire, bref, elles sont plus libres. Les autres Grecs sont scandalisés. Ils disent qu'elles ont un comportement sexuel trop libre. Aristote, le grand philosophe, va même jusqu'à dire qu'elles sont les plus nuisibles, c'est-à-dire les plus dangereuses, et qu'elles causent plus de troubles que leurs ennemis. C'est une exagération, mais c'est vrai que les femmes spartiates ont un rôle économique important. Elles possèdent presque les 2/5 des terres. Oui, vous avez bien entendu, 40% des terres appartiennent à des femmes. Pourquoi ? À cause des guerres. Les hommes meurent jeunes, les femmes héritent, gèrent les domaines, transmettent les richesses. Et elles ne sont pas timides. La sœur du roi Agésilas, qui s'appelait Kiniska, a fait courir des chars à Olympie et elle a gagné plusieurs fois. C'était une provocation. Descendons maintenant tout en bas de la hiérarchie sociale. Parlons des ilotes. Les ilotes sont des esclaves, mais pas des esclaves comme à Athènes où on peut les acheter et les vendre n'importe où. Non, les ilotes appartiennent à l'État. On les loue aux citoyens. Ils travaillent la terre et doivent donner une partie fixe de leur récolte. Ce qui reste, ils peuvent le garder. Donc, pour l'argent et la nourriture, ils ne sont pas les plus misérables. Mais dans la vie sociale, c'est l'enfer. Chaque année, les efforts qui sont les magistrats de Sparte, dont on va parler plus tard, eh bien, ces magistrats déclarent la guerre aux ilotes. La guerre, cela signifie qu'on peut les tuer sans commettre un crime religieux, sans se rendre impur. On les oblige à porter un uniforme humiliant, un bonnet en cuir, une peau de bête. On les fait boire jusqu'à l'ivresse, jusqu'à ce qu'ils soient complètement saouls, devant les jeunes Spartiates, pour leur montrer à quoi ressemble un homme sans contrôle, un homme qui ne sait pas se tenir. Et la cryptie dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, elle sert à cela, à traquer et tuer les ilotes trop entreprenants, c'est-à-dire trop hardis, trop fiers, trop dangereux. Pourquoi tant de haine ? Eh bien parce que les Spartiates ont peur, très peur. Les ilotes sont beaucoup trop nombreux. Au 5e siècle, il y a peut-être 8000 Spartiates pour plusieurs centaines de milliers d'ilotes. Le rapport de force est inversé, c'est une bombe à retardement. En 464 avant Jésus-Christ, un terrible tremblement de terre détruit Sparte. Les ilotes en profitent pour se révolter. La guerre dure 10 ans. Sparte ne s'en remettra jamais vraiment. À partir de ce moment, la peur devient une obsession fixe. On imagine des complots partout. En 424, Sparte exécute 2000 ilotes qui, par leur service, avaient pourtant largement mérité leur reconnaissance. Vous mesurez la paranoïa ? Et entre Spartiates et les ilotes, il y a un troisième groupe, les Périaques. Leur nom veut dire ceux qui habitent autour. Ils vivent dans leur propre cité autour de Sparte. Ils sont libres. Ils ne sont pas citoyens spartiates, mais ils font partie de l'État lacédémonien.
c'est-à-dire l'ensemble du territoire contrôlé par Sparte. Ils paient des impôts, ils servent dans l'armée, souvent comme soldats lourds avec lance et bouclier. Ils sont même souvent plus nombreux que les Spartiates sur le champ de bataille. Mais ils n'ont aucun droit politique. Ils ne votent pas à l'Assemblée, ils ne peuvent pas devenir magistrats. Ils sont dirigés par Sparte, jugés par Sparte et même exécutés par Sparte sans procès si les efforts le décident. C'est une citoyenneté au rabais, c'est-à-dire une citoyenneté réduite, incomplète. Une manière d'être lacédémonien, mais pas tout à fait. Sparte a 2 rois, c'est une rareté dans le monde grec. Ils viennent de 2 familles différentes, les Hégiades et les Eurypontides. Ils descendent tous d'Héraclès, bien sûr, c'est la légende officielle. À l'origine, les rois ont beaucoup de pouvoir. Ils commandent l'armée, ils dirigent les sacrifices aux dieux, ils rendent la justice dans certains domaines, mais avec le temps, on leur a mis des limites, on les a muselés. D'abord, ils ne peuvent pas faire la guerre quand ils veulent. L'Assemblée doit voter. Ensuite, ils sont surveillés par les efforts. Enfin, ils peuvent être jugés et même exilés, c'est-à-dire envoyés loin de Sparte. Beaucoup de rois ont connu ce sort, soit parce qu'ils étaient accusés de corruption, de trahison, ou simplement d'avoir mené une politique qui ne plaisait pas. Pourtant, certains rois ont réussi à devenir très puissants. Le plus célèbre, c'est Agésilas II. Il règne au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un petit homme, boiteux, pas très beau. Mais il est rusé, c'est-à-dire qu'il sait manœuvrer. Il fait semblant d'être modeste. Il se lève devant les efforts, il s'habille comme un simple citoyen, il mange comme tout le monde. Résultat, le peuple l'adore et les efforts le laissent faire. Il dirige la politique étrangère de Sparte pendant près de 40 ans. Mais les vrais chefs, ce sont les efforts. 5 hommes élus pour 1 an. Ils sont irresponsables, c'est-à-dire que personne ne peut les contrôler pendant leur mandat, c'est-à-dire leur année au pouvoir. Et ils ont des pouvoirs énormes. Ils surveillent le comportement des gens, ils peuvent punir n'importe qui, même un roi, ils jugent les conflits entre particuliers, ils déclenchent les expéditions militaires, ils reçoivent les ambassadeurs étrangers et ils président l'Assemblée. Aristote dit que leur pouvoir est tyrannique, c'est-à-dire absolu et sans contrôle. C'est une exagération, mais on comprend pourquoi. Les efforts, c'est un peu le gouvernement secret de Sparte. Et ce gouvernement change tous les ans, ce qui empêche un homme de prendre trop de pouvoir. La Gérousie ou Gérousie est composée de 28 vieillards de plus de 60 ans élus à vie. C'est le sommet de la carrière d'un Spartiate. On les respecte énormément. Leur pouvoir principal est la justice. Ils jugent les crimes les plus graves, meurtre, trahison, complot. Et ils peuvent condamner à mort. En politique, ils ont un pouvoir théorique, c'est-à-dire écrit dans les textes, mais pas toujours appliqué. Ils préparent les lois et ils peuvent annuler une décision de l'Assemblée. Mais dans les faits, on les voit très rarement agir. Peut-être parce qu'ils sont vieux, peut-être parce que les efforts prennent trop de place. Toujours est-il que la Gérousie brille plus par son prestige, c'est-à-dire sa réputation, son honneur, que par son pouvoir réel. Enfin, il y a l'Assemblée. Tous les citoyens spartiates peuvent y participer. On ne connaît pas bien son nom officiel, ni la fréquence de ses réunions. Mais on sait que c'est elle qui décide de la guerre ou de la paix. Comment on vote ? Par des cris. On crie plus ou moins fort pour ou contre une proposition. C'est archaïque, c'est-à-dire très ancien et un peu rustre, mais c'est efficace. Pendant longtemps, on dit qu'à Sparte, personne ne parlait à l'Assemblée, que les gens se contentaient de voter en silence. C'est faux. Les débats existent, on a des exemples. Mais ce n'est pas non plus la libre parole d'Athènes. Si vous êtes jeune ou sans importance, on vous regarde de travers, on vous trouve très mal élevé. Et surtout, personne ne peut faire une proposition contraire à celle des rois et des efforts. Donc la parole est encadrée, contrôlée. Pour dominer ses voisins, Sparte a créé une alliance. On l'appelle la Ligue du Péloponnèse. Chaque cité signe un traité avec Sparte. Elles promettent de la suivre à la guerre partout, toujours. En échange, elles gardent leur indépendance, en théorie. En réalité, Sparte impose des gouvernements à sa botte, c'est-à-dire des gouvernements qui lui obéissent. Elle écrase les révoltes,
Elle place des garnisons, c'est-à-dire des petits groupes de soldats pour surveiller. Mais elle a un atout, elle ne demande pas d'argent. Les cités n'ont qu'à lui fournir des soldats. C'est plus facile à accepter. Le cœur du système, c'est le congrès des alliés. Sparte ne peut plus décider seule de la guerre. Elle doit réunir tout le monde, discuter, voter. La majorité décide. C'est une forme de démocratie entre cités, et ça marche plutôt bien. La Ligue va durer plus d'un siècle. En 480 avant Jésus-Christ, les Perses envahissent la Grèce. C'est ce qu'on appelle les guerres médiques. Le nom vient de Médès, un peuple de l'Empire perse. Sparte prend la tête de la résistance. Aux Thermopyles, 300 Spartiates et leurs alliés tiennent tête à l'armée perse pendant 3 jours. Ils meurent tous, mais ils ont gagné du temps. Quelques mois plus tard, la flotte grecque écrase les Perses à Salamine. Sparte est au sommet. Les Spartiates rentrent chez eux. Ils ne veulent pas continuer la guerre en Asie. Ils laissent Athènes prendre la tête de la lutte. Grave erreur. Athènes devient trop puissante. Sparte a peur. Les conflits s'accumulent. En 431, la guerre éclate. Elle va durer 27 ans. Sparte a l'avantage sur terre. Chaque année, elle envahit l'Attique, la région d'Athènes. Mais Athènes a la mer. Elle se replie derrière ses longs murs, qui sont de grandes murailles qui relient la ville à son port. Et elle attend. Elle fatigue l'ennemi. Elle attaque les alliés de Sparte. Pendant des années, personne ne gagne. Puis, en 425, les Athéniens remportent un coup de maître, c'est-à-dire une action géniale. Ils capturent 292 soldats spartiates sur l'îlot de Sphactérie. C'est une catastrophe. Sparte est prête à négocier, mais les Athéniens refusent. La guerre continue. Finalement, Sparte trouve une solution. Elle construit une flotte. Elle s'allie avec les Perses contre Athènes. En 404, Athènes capitule, c'est-à-dire qu'elle se rend. Sparte a gagné. Mais la victoire est amère. Sparte impose sa loi durement. Elle place des gouvernements dans les cités vaincues. Elle soutient des petits groupes de riches qui écrasent le peuple. Très vite, les alliés se révoltent. La Ligue de Corinthe éclate. Sparte est épuisée. En 371, le coup de grâce arrive. C'est le dernier coup, celui qui tue. L'armée thébaine, commandée par le génial Épaminondas, écrase les Spartiates à Leuctre. Pour la première fois, la phalange spartiate est mise en pièces, c'est-à-dire complètement détruite. Puis les Thébains envahissent la Laconie, ils libèrent la Messénie, ils fondent une nouvelle capitale, Mécène, au pied de l'Itôme, le vieux sanctuaire des révoltes ilotes. Sparte perd ses terres, elle perd ses esclaves, elle perd sa puissance. En quelques années, l'empire s'effondre. Pourquoi Sparte a décliné ? 2 maladies rongent Sparte, c'est-à-dire qu'elles la détruisent de l'intérieur. D'abord l'inégalité. L'argent a afflué après la victoire sur Athènes. Les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris. De nombreux citoyens ne peuvent plus payer leur part au repas collectif. Ils perdent leur statut. En 243, on compte seulement 700 citoyens de plein droit, dont seulement 100 possèdent encore des terres. Ensuite, l'oliganthropie, qui est le manque d'hommes, le mot grec veut dire littéralement peu d'humains. Les guerres, les tremblements de terre, l'appauvrissement ont fait chuter la population. On est passé de 8000 Spartiates au 5e siècle à seulement 700 au 3e siècle. C'est une perte massive et continue. La société traditionnelle, si dure mais si solitaire, se fissure, c'est-à-dire qu'elle se casse, elle se fragilise. Les jeunes ne veulent plus mourir héroïquement. Les chefs sont corrompus, l'éducation elle-même se relâche. En 244, un jeune roi, Agis IV, tente un coup de théâtre, c'est-à-dire une action spectaculaire et inattendue. Il veut sauver Sparte en revenant à la constitution de Lycurgue. Son programme, il veut annuler les dettes, partager les terres, intégrer les Périaques et les étrangers comme citoyens. Agis donne l'exemple. Il offre toutes ses terres, ses troupeaux, ses 600 talents d'or, c'est-à-dire une grande somme d'argent. Sa mère et sa grand-mère, qui sont très riches, font de même. Mais les magistrats qui vont suivre sont hostiles, c'est-à-dire qu'ils s'opposent au projet. Agis refuse la violence. Il laisse faire. Son oncle, qui est nommé magistrat, fait exprès de ne rien faire. Les riches se rassemblent contre lui. Finalement, Agis est arrêté, il est jugé à la va-vite, sans vraiment de procès, et il est exécuté avec sa mère et sa grand-mère. 14 ans plus tard, le fils du vainqueur d'Agis, Cléomène III, prend le pouvoir.
Lui, il a compris la leçon. La douceur ne paie pas, il va frapper fort. Il rassemble ses soldats mercenaires, c'est-à-dire des soldats payés mais qui ne sont pas spartiates. Il tue les éphores, il exile 80 opposants. Puis il supprime l'éphorat, c'est-à-dire le système constitué de magistrats qu'on appelle éphores à Sparte. Il redistribue les terres, il libère 6000 ilotes qui paient leur liberté, il modernise l'armée avec une très longue lance macédonienne de 6 mètres. Pendant quelques années, Cléomène gagne toutes les batailles, il menace la Ligue achéenne, qui est une autre grande alliance grecque, rivale de Sparte, et il est même sur le point de dominer tout le Péloponnèse. Mais ses adversaires appellent les Macédoniens à l'aide. En 222, à Sélasie, l'armée spartiate est anéantie, c'est-à-dire qu'elle est complètement détruite. Cléomène s'enfuit en Égypte, il se suicide peu après. Le dernier sursaut spartiate, c'est-à-dire le dernier effort désespéré, a lieu sous Nabis vers 207. Nabis est un personnage fascinant et terrifiant. Il continue la révolution sociale, il libère les ilotes en masse, leur donne la citoyenneté, distribue les terres des riches aux pauvres, il construit des murs autour de Sparte, ce que les Spartiates n'avaient jamais fait, il se dote d'une marine, c'est-à-dire d'une flotte de bateaux de guerre, mais Nabis est un tyran au sens grec du terme. Il torture les riches pour obtenir leur argent, il fait assassiner ses opposants, même à l'étranger, et il s'allie avec les pirates crétois. En 195 avant Jésus-Christ, les Romains, qui sont devenus les maîtres de la Grèce, déclarent la guerre à Nabis. Après un siège difficile, un siège, je vous le rappelle, c'est une technique qui permet d'affamer une ville en l'entourant, eh bien, les Romains l'obligent à se rendre après ce siège. Nabis perd ses conquêtes, sa flotte, ses mercenaires. Il est assassiné en 192 par les Étoliens, un peuple grec allié des Romains. Sparte doit entrer de force dans la Ligue achéenne. Son indépendance est terminée. Alors, que retenir de cette longue histoire ? Sparte a construit un système politique original, un équilibre entre rois, anciens, magistrats et peuple. Pendant des siècles, cet équilibre a fonctionné. Il a donné à Sparte la stabilité, la puissance militaire, la cohésion sociale, c'est-à-dire le fait que tout le monde tienne ensemble. Mais cet équilibre reposait sur un mensonge. Et ce mensonge était l'égalité des Spartiates. En réalité, la société était profondément inégalitaire. Et ces inégalités n'ont fait que croître avec le temps jusqu'à tout faire exploser. Sparte a aussi payé cher sa peur des ilotes. Cette peur l'a rendue brutale, paranoïaque, incapable de faire confiance. Et quand la peur s'est retournée contre elle-même, elle a sombré dans la guerre civile. Enfin, Sparte a été victime de sa propre légende. Elle a cru qu'elle pouvait revenir au passé. Mais cette Sparte n'a jamais vraiment existé. C'est un mythe, un rêve. Et courir après un rêve, c'est parfois la meilleure façon de se réveiller trop tard. Aujourd'hui encore, Sparte fascine. Parce qu'elle nous parle de courage, de discipline, de sacrifice. Mais aussi d'aveuglement, c'est-à-dire de ne pas voir la réalité en face. Sparte, c'est aussi la violence et l'injustice. C'est une leçon d'histoire tout simplement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme toujours, vous pouvez télécharger une mini-formation en description. Bonne journée et à bientôt.